RTL. Vos plus belles années. Vos plus belles années. Patrick Sébastien. Rémi Castillo. Sur RTL. Bonjour à tous, bonjour Patrick et bonjour à Monsieur Pierre Richard. Quel bonheur ce matin, Oui. mais quel bonheur absolu de recevoir Monsieur Pierre Richard. Alors, première question tout à fait normale, né en 1934 à Valenciennes, un ch'ti. Ch'ti, vraiment. Dans l'âme. De naissance. Ou t'es parti vite? Je suis parti très vite parce que les Allemands sont arrivés très vite par la Belgique. Ah ben oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors je suis très vite descendu avec mon grand-père italien à Paris et puis même jusqu'en Bourgogne. Et alors, bah tiens, c'était prédestiné parce qu'avant toute chose, je voulais te dire une chose. Je sais que j'ai pas le droit de faire de publicité, mais je voulais te dire à quel point j'aime ton vin. Ah, c'est gentil, mais il n'est pas de Bourgogne, mais ça fait rien. Voilà. Mais c'est parce qu'on parle, on est passé par la Bourgogne. Il est de quelle région? Voilà. Bien Il sûr. est dans le Languedoc. Dans le Languedoc. Et D'accord. je peux te dire que j'ai goûté le vin de Gérard Depardieu. J'aime beaucoup le vin de Pierre Richard. Vous avez compris. Oui, on a compris, on a compris le message C'est vrai, j'ai eu subliminal. la chance de le boire chez mon copain Norbert à la Bodega un jour. Il m'a pas dit ce que c'était. Je lui ai dit, donne-moi du vin à boire. Il me dit, voilà, comment tu le trouves? Je dis, putain, il est bon ce vin. Ah, il me dit, Ça, c'est un vrai Pierre. compliment. Hein. Ah oui, Ça, c'est un vrai c'est une compliment. belle région. Le vrai vin de Pierre, il s'appelle comment? Allez, on peut le dire. Hein. Château Bel-Évêque. Château Bel-Évêque. Bel-Évêque. Mais c'est tes vignes à toi? Oui, bien sûr. Carmel, il était vivant quand tu as commencé à faire du vin? Oui, bien sûr. Il a Il me disait toujours, viens voir mes vignes, il avait 3 pieds derrière sa piscine. Il a beaucoup plus bu que produit. Hein. Et Pierre Richard, en 1942, déjà, il a 8 ans, ce petit Pierre Richard. Et on m'a marqué sur mon papier que c'était tes années de Tom Sawyer. Pourquoi vous m'avez marqué ça? Parce que Pierre nous l'a dit. Parce que justement, ça a correspondu à une époque où finalement, moi, la guerre était pour moi un des moments les plus merveilleux. J'ai honte de le dire. De la Parce guerre. que c'était une période de grande liberté pour moi. On était dans un petit village dans la Bourgogne. Je vivais pieds nus. Mais puis vraiment pieds nus, c'est pas je pouvais marcher dans la forêt pieds nus partout. J'avais des pieds comme et puis c'était joli ce bruit. Et puis je le refais. J'avais des pieds comme ça. Et, entrez. Ah oui, ça c'est. Et Coupé, elle est bonne. J'avais une grande liberté. J'allais à la pêche avec mon grand-père pour manger. C'est pas pareil Ah que oui. pour pêcher À la pour le pêche plaisir. pour manger. On allait à la pêche pour manger. Il y avait le canal de Bourgogne. On allait sur l'Armançon, qui est une rivière, pour des truites. Et puis on posait des collets pour des lapins, parce qu'on n'avait pas de fusil. C'est pendant la guerre, on n'avait pas le droit d'avoir des fusils, bien sûr. Non, et donc j'appelle ça ma période Tom Sawyer ou Huckleberry Finn. Le petit blond avec un mouton blanc, qui est un livre qui va sortir d'ici une semaine, le 4 qui est un mars. livre de dessin, etc. C'est un peu ça? Ah oui, il y a un peu de mais c'est tout ce qui est dans cette BD n'est pas forcément des choses que j'ai faites, Ouais. mais c'est très inspiré en tout cas de ma jeunesse. Pourquoi le mouton par exemple? Parce que ma mère m'avait offert un mouton justement à la campagne qui me suivait comme un chien. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une période merveilleuse et c'est une période que j'ai vécue. Et en fin de compte, quand Paris a été libéré, moi on a commencé à m'enfermer. J'ai commencé à faire mes 7-8 ans de pension religieuse. On a un document formidable. Oui, absolument. Alors, comme on évoque les jeunes années de Pierre, qu'on retrouve donc dans cette bande dessinée Le Petit Blond avec un mouton blanc qui sortira, je le rappelle, le 4 mars prochain. On a cherché dans nos archives RTL si quelqu'un, effectivement, pouvait nous parler de ces jeunes années. Et on a eu la chance de trouver une archive, un document de votre maman, Monsieur Pierre Richard. D'ailleurs, dans ce document, j'ai appris que vous appeliez en fait Pierre Richard en hommage à un comédien qui s'appelait Pierre Richard Wilm. Wilm. C'est ça, C'est Wilm. une grande star de l'époque. Ouais, de l'époque. Et pour À revenir. mon avis, ma mère devait être un peu elle avait 19 ans. Elle était un peu amoureuse de lui. Enfin, en tout cas, elle aimait Pierre Elle Richard. idéalise. Il était beau, ça. Et donc, dans le document qu'on va écouter, elle va vous décrire, alors, comme un enfant affectueux, gentil, réservé, mais déjà quelque peu distrait. Vous étiez fait virer de pas mal d'établissements. Et dans l'extrait que nous allons écouter, elle va nous expliquer qu'à cette époque, vous adoriez vous déguiser. On va tout savoir donc de Pierre Richard et de ses jeunes années tout de suite avec sa maman sur RTL. s'est fait mettre à la porte de pas mal d'établissements. Quand il était à l'école, par exemple, il regardait très bien le professeur, il paraissait écouter, puis il était en train de penser à ce qui se passait dehors, à ce qu'il allait faire après. Je dois dire qu'il se déguisait très souvent. Il me demandait de lui faire des costumes, des petits costumes. Il aimait bien se déguiser en Cyrano de Bergerac, en François Ier, enfin des costumes comme ça. Je pense qu'il avait déjà le virus. Donc on est acteur pour fuir la réalité, pour fuir les prisons. C'est-à-dire que quand en pension, comme je l'étais, il n'y avait pas 36 manières de s'en sortir. Il y avait les forts intellectuels, il y avait les forts physiquement, Le rêve. et puis non, il y avait les bouffons.
Le moyen de m'en sortir, c'était ni d'être le premier de la classe, ni d'être celui qui a les gros biscottos qui pouvait casser la gueule à tout le monde. C'était de faire rire le costaud qui ensuite me défendait. En 1942, on a des documents aussi sur l'actu de 42. Absolument. L'actu de 42, elle n'est pas... Oui, mais là, en l'occurrence, on a une actualité plutôt intéressante, parce que ce qui est amusant dans notre émission, c'est qu'en fonction des années choisies par nos invités, on essaie de retrouver aussi des faits d'actualité qui ont marqué leurs plus belles années. Alors, en l'occurrence, d'après vous, en 1942, quelle est l'invention qui a changé la vie quotidienne de nombreux Français? Patrick, Pierre? Je sais pas, aucune idée. Alors, machine à laver Pas machine à laver, mais ça permettait de conserver plus longtemps les aliments. Frigo? Non, c'est pas le réfrigérateur qui est né, lui, en 1876. C'est le congélateur. Bravo, Patrick. En 42 déjà? Oui, en 42. Il s'agissait donc de grandes chambres froides à l'époque, avec des températures allant de moins 18 à moins 35 degrés, donc pour que les produits puissent garder leur fraîcheur plus longtemps. 42. C'est un grand bouleversement. Il y avait un congélateur, mais il devait être vide. En 42, pour trouver un bout de viande, c'était pas évident. Et lorsque l'annonce est faite par le speaker de l'époque, forcément aujourd'hui, ça va nous faire sourire. Vous êtes dans vos plus belles années sur RTL. Il est certain que la France, avec son abondance de naguère, n'attachait que peu d'importance à ces conservations auxquelles d'autres pays donnaient leurs soins. Et dès cette année, dans ces chambres froides où les températures varient de 18 à 35 degrés au-dessous de zéro, légumes et fruits qui auraient pu être perdus, car le sucre manque pour les confitures, le fer blanc pour les conserves et le combustible pour la dessiccation, sont stockés. Durcis par la congélation, ils ne perdront cependant aucune de leurs qualités et après 3 ou 4 heures de décongélation, ils pourront être consommés dans l'état où ils étaient lors de la cueillette. Attends, oui, c'est étonnant parce qu'il n'y avait rien de tout ça. Il parle que des denrées qui n'existaient pas. Il fallait faire la queue, il fallait faire 50 mètres pour un bout de pain avec un ticket. Bien sûr, on avait des tickets de rationnement. Alors là, et tout ça, c'est très bien. Et les congélateurs. Et la musique derrière, c'est quelque chose. Et la musique derrière, c'est quelque chose. Attends, mais il n'y avait rien de tout ça. Dans notre émission, on joue, on s'amuse, il n'y a rien à gagner. Mais on essaie de deviner des extraits de films et des génériques TV. Alors, générique TV de 42, je ne sais pas ce que tu vas trouver. Par contre, extrait de film. On en a trouvé un, et extrait de film. On est le 6 août 42 et quelqu'un va chanter. Tu vas être bon. Alors, j'emmerde les gendarmes. Bussière. Oui. Raymond. C'est Raymond Bussière qui est en haut d'un réverbère. Exactement. Putain, c'était quoi? Le film d'Henri Georges Clouzot. L'assassin habite au 21, non, c'est pas ça. Exactement, c'est ça. L'assassin habite au 21. Ah, ça m'avait marqué, c'est j'emmerde les gendarmes. Il y avait également Pierre Freinet, Suzy Delair. Ah oui, j'emmerde. On l'avait choisi pour ça, hein. Ben oui, mais on s'est même amusé à le faire. J'ai tourné avec lui, mais à la fin, je crois qu'il est mort l'année ou 2 ans plus tard. Il avait au point pris 20 kilos et il se trouve que dans le film, il devait le porter tout le temps parce qu'il était invalide. C'était un film d'Horry. Et je passais mon temps quand je sortais à descendre les escaliers. Oui, c'était la carapate. Oui, exact. Mais il pesait 80 kilos à l'époque parce que là, il était mince comme une allumette. Et en plus, il avait des trous de mémoire. Alors, je me montais 2 étages avec lui dans les bras. Et puis tout à coup, il s'arrêtait dans son texte et Houry disait on recommence. Oh non! Je disais à Raymond, je t'en prie, je t'en supplie. On a un générique TV. Oui, effectivement, c'est un 42. Un dessin animé en l'occurrence. Oui. Ça peut être Popeye. C'est pas Popeye, mais ce personnage nous a fait découvrir Popeye par la suite. Écoute bien. Popopilou. Ah, la petite. Oui. La petite, oui. Betty Boop. Oui, Betty Boop, absolument, Betty Patrick. Boop. Ta première Betty Boop. Ta première fiancée, tu t'en souviens? Ton premier amour. Tu parles pas d'actrice, là? Non, je te parle de ta vie. Ton premier amour, la première fille. Elle était toute, je sais pas, 12 ans, oui. Elle avait des cheveux longs, blonds jusqu'aux genoux. J'étais fasciné par la longueur de ses cheveux blonds. Et j'étais timide, j'ai été longtemps timide. Hein. Autant dire que je la dévorais des yeux, mais à 100 mètres. Ah ouais. Je ne m'approchais pas plus. T'as été timide longtemps, comme ça? Oh, j'étais assez timide longtemps, oui. Oui. Qu'est-ce qui t'a rendu moins timide? Le fait de devenir acteur? Oui, probablement. C'était une manière de se Le succès ou juste le fait de devenir acteur? Le fait de devenir acteur. Et puis peut-être le succès aussi qui m'a aidé quand même. Et le succès, il faut le dire. Mais c'est souvent les timides. C'est comme, je sais plus, il y avait un acteur qui parlait comme ça, un acteur merveilleux, je ne peux plus dire les noms. Moi, ça. C'est pas Perrin. Non, tu parles de Pierre Rep? Non, tu le... Et c'est vrai, il jouait que j'ai des pièces très, 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 très belles et très intellectuelles. C'était un grand acteur. Bref. On lui a demandé pourquoi, que c'est drôle que avec votre bégaiement, vous ayez choisi le métier d'acteur. Et il a dit, si j'avais été
cul-de-jatte, j'aurais été coureur. Et j'ai trouvé que c'était une très belle réponse. Et je crois que c'était... Jouvet C'est Jouvet, peut-être, non? Louis Jouvet? Non, c'est Jouvet, il baignait pas tellement, Jouvet. Il avait de l'asthme, mais pas pareil. Un peu de pub déjà? Oui, et juste après, on évoquera le premier succès de Pierre en tant que réalisateur, c'était Le Le Distrait. On sera en 70. Vos plus belles années avec Pierre Richard sur RTL. Ce matin, dans Vos plus belles années, avec quelqu'un qui a forcément fait partie de Vos plus belles années, parce qu'il fait partie de la famille, parce que chaque fois qu'un film passe à la télé, c'est la famille. Il y en a tellement de choses. Tu sais combien il y en a eu de films en tout? Maintenant, 55, 6. 55 et réalisés? 7. On a toujours une personne qui nous a donné envie de faire ce métier-là. Il y a quelqu'un, il y a un acteur, il y a un personnage, c'est Chaplin, c'est, je sais pas... Non, le premier, d'autant plus que si on m'avait demandé une demi-heure avant ce que je voulais faire, j'aurais pas répondu acteur encore. C'est un après-midi où j'étais en philo, au lieu d'aller en philo, j'étais au Novéac, c'est un cinéma à Valenciennes. Au Novéac, il y avait Daniquet, c'était une énorme star des années. Ah ouais. Un fou danseur, acteur, chanteur. Enfin, restez avec nous parce qu'on aura peut-être une surprise pour vous. Il était une grande vedette de l'époque. Ouais. Bon, t'as prévu d'en parler plus tard. Donc. Oui. J'étais au cinéma, j'ai vu Daniquet et c'était le coup de foudre. Comme on peut tomber amoureux d'une femme ou tout à coup avoir la foi. J'ai tout à coup une illumination dans ma tête. C'est ça que je veux faire. Je veux faire Daniquet comme métier. Je veux faire Daniquet. Évidemment, j'ai rien dit le soir, parce que d'abord, il fallait que je dise que j'étais au cinéma l'après-midi, c'était quand même délicat. Et de toute façon, j'ai rien dit tant que j'ai pas eu mes bacs. Et puis après, je l'ai dit. Et pour terminer cette histoire, 15 ou 20 ans plus tard, je me souviens plus, presque, oui, 20, quand j'ai joué quand le Grand Blond est allé à New York, et avec Yves Robert, on a été à la première du Grand Blond à New York, et à la sortie, il y avait plein de monde, et une dame qui m'a sauté dessus, qui m'a dit, monsieur, j'ai adoré ce film, puis je vous ai adoré, vous me faites tellement penser à mon père. Elle m'embrasse et elle part. Et j'ai dit à Yves Robert, j'ai dit, c'est qui cette dame? Et elle est attachée de presse, surtout. Et elle me dit, c'est la fille de Daniquet. Ah, c'est magnifique. Et j'ai couru dans la foule, parce que je voulais lui dire, mais madame, si je suis là, c'est grâce à lui. C'est votre père. Ah, c'est formidable, elle est belle cette histoire. Yves Robert, justement, tiens, qui était avec toi à New York ce jour-là. Oui, on l'a, lui. On va l'écouter, Yves Robert, parce qu'effectivement, le début de carrière de notre invité Pierre Richard, finalement, il le doit à Yves Robert, parce qu'il vous avait fait tourner effectivement dans Alexandre le Bienheureux, premier rôle, et puis c'est lui qui a produit le premier film, Le Distrait. Il en a produit beaucoup d'autres. Et tu ne le sais peut-être pas, Patrick, mais Yves Robert fait une apparition dans le film Le Distrait. Bien sûr, parce qu'il l'a produit. Mais oui, mais il fait une apparition dans le film. Il joue le rôle d'un voisin de Pierre. Et alors, une véritable amitié existait entre vous. On va donc retrouver, on va l'écouter, un document où Yves Robert va nous parler de vous et il va surtout évoquer quelques-unes de vos qualités. Yves Robert, dans Vos plus belles années sur RTL. Les qualités de Pierre en tant qu'ami et acteur, c'est une espèce de permanence de fraîcheur et d'étonnement. Je ne parle pas de distraction. On ne peut pas faire rire si on n'est pas généreux. Et Pierre est un homme profondément généreux. D'où cette espèce de clarté de rire, d'où cette espèce de franchise de comique. Il envoie un peu loin le bouchon quelquefois quand il joue des rôles par trop gratuitement. Me fais-je comprendre. Tu l'as créé, ce personnage. Hein. Ce personnage, en plus, il a traversé les frontières. Moi, je sais, on m'a dit que tu étais star là-bas, en Russie ou dans plein de pays. Tous les pays de l'Est, oui. À l'époque tu vois, j'étais une marque comme Alain Delon, quoi. Là encore, j'ai toujours profité à l'époque du communisme, j'étais leur petite lumière dans le tunnel, c'est ce qu'ils me disent. Et alors que ça va de la Tchéquie jusqu'à la Sibérie, quoi. Quel est le film quel est ton film préféré des tiens? Oh, ça dépend des... Ça dépend des jours. Ou pas des jours, parce que je pense pas à ça tous les jours. Il y a eu Le Grand Blond, c'était un film que j'ai adoré faire. Ça. Et puis des souvenirs merveilleux. Et puis c'est dans la mémoire, aujourd'hui, quand même, c'est la mémoire collective. C'est quelque chose qui nous a tatoué. Puis La Chèvre aussi, bien sûr, avec Gérard. Mais aussi le jouet pour ce qu'il racontait aussi. Ah, moi... Alors, mon préféré à moi. En interstice, là, puisque je suis passé dans les grands connus. Mon préféré, c'est le jouet. C'est parce que c'est un film à la fois drôle et d'une cruauté. Oui. La scène de Jacques François, où il lui demande Bouquet lui demande de poser son pantalon. Cette scène est magnifique. Cette phrase est magnifique. Est-ce que c'est moi moi, je l'ai souvent redit, même dans la vie. Ouais. Et il demande, on explique. Il dit baissez votre pantalon. Et Jean-François, le fait parce qu'il a peur d'être envoyé.
Et il lui dit maintenant, dites-moi quel est le plus odieux, moi qui vous demande d'enlever votre pantalon ou vous qui acceptez de le faire. C'est cinglant. C'est tellement vrai. On se retrouve dans la politique d'aujourd'hui. Qui sont les plus responsables? Ceux qui nous demandent d'enlever le pantalon ou nous qui le posons? Nous qui le posons. Voilà, exact. Et alors c'est marrant parce que cette phrase, je la cite tout le temps. Je l'ai même citée dans un bouquin, c'est tellement ça m'a marqué. Et puis ce gamin qu'on amène dans le magasin pour acheter tout. Choisis un jouet, lui. C'est un monsieur. Lui. C'est extraordinaire ce film. Il passe pas assez souvent, pour moi. Voilà. Et à chaque fois qu'il passe, c'est un vrai carton d'audience. Comme tous les films d'ailleurs où on retrouve Pierre Richard. Non, Pierre, on va écouter Pierre. On va d'abord écouter Pierre parce qu'effectivement, vous êtes venu à de nombreuses reprises ici au 22 rue Bayard. Alors en 1970, forcément, Le Distrait, premier film réalisé et joué. Vous étiez au micro de Philippe Bouvard. Alors il ne va pas manquer de vous poser la fameuse question. Que fait le Pierre Richard réalisateur vis-à-vis du Pierre Richard comédien s'il ne le trouve pas bon? En gros, est-ce qu'il est facile pour le réalisateur de couper au montage le comédien? Vous vous souvenez de votre réponse? Non. Non, bah on va vous rafraîchir la mémoire, monsieur Pierre. Je n'étais pas à l'aise en plus. On vous retrouve avec Philippe Bouvard en 1970. J'étais pas encore guéri à cette époque. Sur RTL. Vous arrive pendant les projections, les rushs, de couper certains passages où vous apparaissez? Ah oui, je me coupe beaucoup. De préférence aux autres? Oh là là, vous allez un peu loin là. Mais je crois que je suis très lucide avec moi-même. Quand je ne me plais pas, je me coupe. On prouve d'ailleurs que le comique, c'est pas seulement un tempérament, c'est aussi une façon de considérer l'ensemble de ce qui nous entoure, de l'actualité, de la vie quotidienne. Mais vous êtes d'une gentillesse extraordinaire avec moi, monsieur Bouvard. Vous trouvez? Oui, je vous écoute, je vous écouterai des heures, parlez de moi. Oui, moi. Narcissique comme je suis. Tu l'as vu? Ce qu'on m'avait dit, il est méchant, méfie-toi. Moi, j'étais tout étonné. Tu l'as eu ce complexe de te dire j'en ai marre, ce que faisait Fernand Reynaud, par exemple, si j'en ai marre que les gens me tapent sur l'épaule en me demandant de faire rire? Non. Il y a que dans des circonstances particulières où je me sens agacé. Je me souviens de la mort d'un de mes cousins Germain à Roubaix, dans une église sinistre, sous un ciel sinistre. Je descendais sinistre et quelqu'un me dit je peux avoir un autographe. Et là, il m'a énervé. Je lui ai dit, vous voyez bien que je suis à l'enterrement. Il m'a dit, oh bah dites donc, vous êtes moins sympa qu'au cinéma. Alors c'est vrai que là, j'étais énervé. C'est là où on se dit que l'intelligence a des limites, mais la connerie n'en a pas. Mais oui, tu sais qu'Adamo m'a raconté cette chose terrible. À l'enterrement de son père, on lui a fait ça. À l'enterrement de son père, ils sont tous arrivés sur lui pour lui demander un autographe. C'est quelque chose. Alors non, il y a des circonstances comme ça où si vous êtes au moment d'une rupture, vous n'avez pas tellement envie de rigoler avec les gens. Mais sinon, moi je leur dois tout aux gens. C'est pas les critiques qu'ils m'ont fait. Hein. Et même, ils ont même Junio a eu une très belle phrase. Ils ont même essayé de me défaire pendant longtemps. Junio a eu une très belle phrase. Ils nous ont pas empêché de réussir, mais ils nous ont bien gâché la fête. Oui, c'est exactement ça. Moi, pendant longtemps, ils m'ont bien gâché la fête. Hein. Plus maintenant, mais à une époque, ils m'ont bien gâché la fête. Et c'est marrant parce qu'avec le recul, tu dis, mais finalement, ça n'a pas d'importance. Ils sont médiocres en plus, ceux-là. Ouais, je sais pas ce qu'ils sont, mais en tout cas, moi, c'est évident que c'est les gens dans la rue qui m'ont fait, c'est les gens qui me. Alors moi, je n'ai jamais refusé un sourire ou une. J'aime mieux une poignée de main qu'un autographe. Il y a des gens simplement une poignée de main. Ouais, ça me fait plaisir, parce qu'ils me demandent rien en échange. Ouais. Un extrait de film? C'est un échange, un vrai. Oui, quelqu'un qui est passablement énervé. Écoutez. Mais j'arrête, non, mais t'es secoué ou quoi? Oui. On a que 10 sacs et tu les balances. Toi? Mais t'es vraiment bonne à l'âpe, hein, ma pauvre fille. Non. Je sais ce que c'est. Vous voulez parler de ça? Non. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ah, juste un renseignement, tiens. Ouais. Vous allez me le dire, vous êtes marié, vous? Oui, alors. Vous avez des enfants, vous avez une bonne tête? J'ai 3 enfants, ouais. Alors vous touchez des allocations familiales? Ben, comme tout le monde. Ça vous empêche pas d'avoir des fins de mois difficiles? Ouais. Oui, si vous avez des ennuis, il faut demander des sous à madame. Parce que madame, elle fait la charité publique. Madame, c'est Georgette Schweitzer, la sœur au bon docteur. Alors c'est oublié, ça. C'est Yann dans... Ah non, c'est Yann. Film de Georges Lautner. C'est Lautner, parce que j'hésitais un moment au début avec Piala, avec nous. Il y avait également Mireille d'Arc, Michel Constantin, Bernard Blier. C'est Blier. C'était Blier, ça, parce que madame... La Grande Sauterelle, non? Non. Je sais pas. Vas-y. Laissez aller, c'est une valse. Voilà. En tout cas, j'ai reconnu Blier, mais Blier. Merde, l'éducateur social. Merde, l'éducateur social. ça fait pas. Ça, c'est mes répliques cultes, ça, tu vois. Ah ouais, moi, c'est les phrases cultes. Sûr. Avec la chanson de Fugain, Les gentils et les méchants. Oui. Générique TV. Oui, générique assez connu. Série américaine. Ah non. Il y avait un animal. On va aller vite alors. On va aller vite. Il s'appelait Ben, l'animal. C'est un kangourou, non? Non, c'est pas un kangourou, c'est un ours. Un ours? Mais oui. Ben, mon ami Ben. Voilà, non, ça vous rappelle rien. Avec Marc, il y avait donc Ben. Et Marc était joué par Clint Howard. Et Clint Howard n'est autre que le frère de
Ron Howard. Ah, le fameux Ron Howard, qui jouait Richie dans Happy Days, effectivement, comme Da Vinci Code ou encore Apollo 13. Alors, on écoute les balles populaires ? Oui, parce que c'était en 70. Hein. Exactement, et ce sera juste après la pause. Et après, derrière, on vous fera une petite quiz. Vos plus belles années avec Pierre Richard sur RTL. Vos plus belles années. Dans les balles populaires, l'ouvrier parisien, la casquette en arrière, tourne, tourne, tourne bien. Dans les balles populaires, les raquettes du samedi, du bleu sur les paupières, tourne, tourne, tourne aussi. Mais là-bas, près du comptoir en bois, nous on ne danse pas. On est là pour boire un coup, on est là pour faire les fous, et pour se revoir un coup, et pas payer nos verres. Pour boire un coup, et je dirais même un bon coup, et rigoler entre nous, sur des airs populaires, sur des airs populaires. Dans les balles populaires, quand l'accordéon joue, le tango des grands-mères, elles dansent entre elles et l'on s'en fout. Dans les balles populaires, on chante un peu ce qu'on veut, moins on fait de manière et plus ça tourne, tourne mieux. Mais là-bas, près du comptoir en bois, nous on ne danse pas. On est là pour boire un coup, on est là pour faire les fous, et pour se revoir un coup, et pas payer nos verres. Pour boire un coup, et je dirais même un bon coup, et rigoler entre nous, sur des airs populaires, sur des airs populaires. Dans les balles populaires, chacun veut sa chanson. L'orchestre joue ce qu'il sait faire, ça tourne, tourne plus ou moins rond. Dans les balles populaires, quand le barman s'endort, même après la dernière, ça tourne, tourne, tourne encore. Mais là-bas, après... Michel Sardou sur RTL, c'était les balles populaires, succès de l'année 1970, qui a vu le premier succès aussi cinéma en tant que réalisateur de notre invité Pierre Richard. Pierre Richard qui a soif. Oui. Je lance un appel. Je voudrais qu'on apporte à boire à monsieur Pierre Richard. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut du coca ? Il veut de l'eau ? Il veut un whisky ? Du vin, Pierre Richard ? Rappelle-nous le nom du vin ? L'évêque. Voilà, non mais attends. Quand c'est bon, c'est bon. Hein. On va écouter un petit document d'archives ? Un petit document d'archives. Alors il faut essayer de reconnaître l'événement auquel ça correspond. Exactement. Je vous donne quelques indices. Nous sommes en 1998. Il va être question d'un personnage qui a beaucoup apporté à l'imaginaire de chacun d'entre nous. Et comme vous allez tout de suite l'entendre, le monsieur qui va intervenir avait un léger accent. Il n'est pas connu et pourtant il a fait une découverte assez importante. Lorsque on a viré le chalut et qu'on a vidé la poche, je suis allé voir le poisson qui avait dans la poche. Alors là, bon, ben, je ne savais plus très bien si je rêvais ou si c'était vrai, quoi. Et bon, ben, dans ma vie, j'ai pêché pas mal de poissons. Mais je crois que c'est le plus gros poisson que j'ai pêché. Alors là, alors on va laisser réfléchir les gens. Après les infos, on donnera la réponse. RTL. Vos plus belles années. Vos plus belles années. Patrick Sébastien. Rémi Castillo. Sur RTL. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur RTL. On est de retour avec Patrick et notre invité, monsieur Pierre Richard. Monsieur Pierre Richard qui sort en librairie le Petit blond avec un mouton blanc. On va en reparler dans quelques instants. Mais ce quiz-là qu'on a eu avant midi, je me pose des questions. C'est un pêcheur qui apparemment remonte dans ses filets quelque chose d'original. Quelque chose d'important. C'était précisément le 28 octobre 1998. J'ai un autre document, mais il va quelque part vous donner la réponse. Est-ce que vous avez quand même une petite idée ? Non, je vois pas. Pensez au mouton, le petit blond avec un mouton blanc, c'est le titre de l'ouvrage. Il a remonté un Les mouton. moutons qui demandaient de dessiner un mouton. Il a remonté le truc de Syntex. Il a trouvé. Il va vous donner la réponse. La montre. C'est le pêcheur. Non, c'est pas la montre, c'est la gourde. La gourmette. On écoute. C'était sur RTL, évidemment. Il y a un de mes matelots, membre de l'équipage, qui m'a dit, Jean-Paul, il m'a dit, j'ai trouvé le gourmette. Et donc, à ce moment-là, j'ai un peu frotté avec le doigt. Et d'un coup, j'ai vu le nom d'Antoine est apparu. Et puis, j'ai insisté, j'ai frotté un petit peu plus. Et puis, j'ai lu de Saint-Exupéry.
C'est quand même une découverte, c'est étonnant. C'était près de l'île de Riou, au large de Marseille. Voilà. Ils sont actuellement exposés au musée de l'air du Bourget. On est reparti en 1960 avec Pierre Richard, qui a donc à ce moment-là 26 ans. Et il nous en a parlé tout à l'heure. Il ne savait pas comment on avait composé notre émission. On va écouter Daniquet. Oui, alors Daniquet, donc on rappelle, pour les auditeurs qui n'étaient pas avec nous avant midi, c'est effectivement c'est celui qui a donné envie. Voilà. C'est le déclencheur. Et effectivement, donc Pierre voulait devenir Daniquet quand il était plus jeune. Il avait joué en 1941 à Broadway dans Lady in the Dark et il faisait une tournée dans le monde entier parce qu'il était par la suite chef d'orchestre, mais ambassadeur itinérant auprès de l'UNICEF. Donc il avait donné une conférence de presse et évidemment RTL était au cœur de l'événement. Alors avant d'écouter les quelques mots que Daniquet a prononcés en français, on va retrouver sur RTL le journaliste Jean-Pierre Tison qui va revenir sur les circonstances de sa venue ici en France. Ce touriste qui se croit doué pour les langues, c'est Daniquet, le plus grand comique américain. Habillé comme un clown, il a donné hier soir une conférence de presse dans un grand hôtel parisien et multiplié les gags. Il ne connaît qu'un langage, le rire. Et ce langage, il l'a appris à des millions d'enfants en tant qu'ambassadeur itinérant de l'UNICEF, organisme dépendant de l'ONU qui s'occupe des enfants du monde entier. Le rire prouve une nouvelle fois qu'il est le plus précieux allié d'une humanité digne de ce nom. Je parle très bon. Parce que j'ai étudié en Amérique avant d'arriver ici. Tu comprends? Tu comprends? Le plus grand comique américain, tu te rends compte? À l'époque, oui, il était une énorme star. Tu es un spécialiste de la gamelle. Tu sais bien tomber. Oui, avec qui on s'amusait à ça. On marchait dans la rue et puis je m'étalais comme une crêpe, mais bien raide. Parce que si tu toupes souplement, c'est pas drôle, ça. Là, tu deviens un gymnaste. Mais j'ai le flac et je me faisais jamais mal. Et ça faisait hurler de rire. Mais mon ami Christophe Duturon, qui travaille de temps en temps avec toi, qui est un homme formidable. Oui, quand il tombe, il roule. Me dit, mais Pierre, il est comme ça dans la vie. Tu es un peu à l'image de tes films. La notion de travail, bien entendu que je travaille. Tu m'as raconté des trucs des fois où il fait des choses dans la vie où tu te dis, mais c'est pas possible qu'il fasse des choses pareilles. Tu oublies des choses, tu es distrait, oui, par exemple, je m'en suis servi dans mes films, mais c'était vrai aussi. Quand dans le distrait, c'était mon premier film. C'était quand j'ai eu cette idée avec Ruellan, qui à ce moment-là, je fréquentais tous les soirs, j'étais à la Coupole. Et c'est là où j'ai dit, tiens, je vais écrire un film. C'est du Ruellan qui m'a dit, relis le Ménacle, le distrait. C'était tellement moi qu'il y avait évidemment une association. Parce que c'est toi. Une évidence. T'es capable de sortir en oubliant ton pantalon, quoi. Je veux dire, c'est. Oui, ça m'est arrivé en tout cas de prendre le pantalon d'un autre dans les vestiaires. Et quand t'étais sur ta péniche, t'es jamais tombé à l'eau? Si, mais enfin, ça c'est plus de la distraction, c'est de la maladresse. Tu y es plus sur la péniche? Non. Tu restais longtemps sur une péniche? En plus, je suis tombé à l'eau, mais je suis pas resté longtemps. Je suis remonté comme un chat. Tu es resté combien sur la péniche? 12 ans quand même, 11-12 ans. C'était pareil, la sensation de liberté? Ah oui, j'aimais bien aussi ça. Mais j'ai toujours eu besoin d'avoir de l'eau. Dans le Midi ou partout où je vais, il faut que j'ai de l'eau. Pas pour le boire, mais pour l'avoir. Quoi que si, vous voyez. La proximité de l'eau me rend aussi... Comment dirais-je, me pousse à la rêverie, et la rêverie, c'est quand même une des rares choses qui me reste encore à mon âge. La rêverie, je pourrais pas m'en passer. Mais tu as toujours eu ça, la rêverie. Ça fait partie intégrante de ta vie. C'est un refuge extraordinaire, la rêverie. Vous vous sentez comme un poisson. Devant la connerie, les absurdités du monde. Si je peux pas m'échapper physiquement, je m'échappe avec ma tête. On va écouter un extrait de film? Oui, et on va assister, en l'occurrence, à un tirage au sort. 1960. Oui. Continue. Manu. Continue. C'est quoi ça? C'est un film? C'est un tirage de quoi? Un tirage au sort entre quelques hommes. Il a semblé entendre un mot qui m'a donné une idée. C'est pas un film de Tchernia? Non, c'est un film de Jacques Becker. Le Trou? Oui, bien Patrick. Le Trou, Michel Constantin, Marc Michel, Mec en tôle. Jean Carodi. Un petit générique TV? Oui, générique chanté en l'occurrence. Alors Coralie avait choisi, je sais pas, elle avait envie de parler d'animaux. Tout à l'heure c'était l'ours avec mon ami Ben. Là en l'occurrence il y a un chien. Moi j'ai fait un éléphant dedans. Attends, dans ton bouquin? Il y a un éléphant dans le... C'est que j'ai vécu ça. Alors c'est quoi celui-là? Là c'était Rintintin. C'était ça, Rintintin? Oui, à partir du 21 janvier 1960, they call him Rusty. Pas ça, Rintintin. Si, they call him Rusty, absolument. Et le lieutenant Ripley, c'était James Brown.
pas le chanteur, mais un comédien qu'on a retrouvé par la suite dans d'autres séries. On parle de ma jeunesse. Virginien, Bonanza, Starsky Hutch et même Dallas. Et là, Pierre montre les dessins. Dans la BD, oui, parce que moi j'avais un éléphant qui fait pipi sur un arbre. J'habitais rue Condorcet, dans le 9e, et à côté, il y avait j'étais donc à 50 mètres du cirque Medrano, qui n'existe plus. Et j'allais de temps en temps au cirque Medrano. Mais en tout cas, le matin, avant d'aller en classe, le cirque Medrano. En hiver, c'était un cirque comme maintenant le cirque Et vous alliez voir l'éléphant? Et alors, le matin, à 6h30, 7h avant d'aller en classe, je prenais mon chien. Il faisait encore nuit l'hiver. Oui. Et j'allais dans une petite rue qui est dans la sortie des artistes du cirque Medrano. Enfin, des artistes, des vrais. Et j'allais promener mon chien parce que c'était une rue calme. Et le cornac, il promenait son éléphant. C'est drôle. Et donc, tous les matins, j'avais un rendez-vous avec mon cornac. Ouais. Nous, on discutait un peu. Et puis, mon chien discutait avec l'éléphant. C'est un petit chien comme ça, en plus, qui se mettait sous les pattes de l'éléphant. C'est drôle. Moi, je me souviens qu'on allait boire des coups aussi dans un endroit qui était pas loin de la sortie du cirque d'hiver, mais c'est ni des éléphants, ni des chiens qu'on promenait. Ni des chiens qu'on promenait. Dans une espèce de truc corse où on allait faire un tour de temps en temps. Il y a très longtemps, on était jeunes. Ah oui. Mais il y a eu beaucoup d'écorces, là. Oui. Et pour découvrir cette anecdote et tous les dessins, donc ce sera dans le cadre du Petit Blond avec un mouton blanc qui sortira le 4 mars prochain. Voilà, et puis il faut rappeler aussi que Pierre va repartir sur scène à la rentrée en septembre. Postale. Avec Franchise Postale. On en parle parce que dans quelques instants, on va parler de Détournement de mémoire, qui est le premier spectacle autobiographique que tu as fait sur scène. Et on sera en 2003. Et c'était en 2003. 11h30, 12h30. Vos plus belles années. Patrick Sébastien. Rémi Castillo. Sur RTL. Et monsieur Pierre Richard. Détournement de mémoire en 2003. Ce besoin de raconter sa vie. C'est pas forcément la mienne que je raconte dans Détournement de mémoire. C'est celle des rencontres. C'est celle de mes rencontres. Et finalement, la vie. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, les rencontres des gens. J'ai eu une vie formidable pour ça, j'ai rencontré des gens étonnants. Donc j'ai joué avec Blier, avec Dark, avec Yves Robert. Tu racontes, il faut dire que dans le spectacle, ceux qui n'ont pas vu le spectacle, tu racontes des tournages de films. Et je raconte des tournages de films. Qu'est-ce qui a été écrit en premier, le livre ou le... De Carmé, bien sûr, énormément. C'est le livre ou la pièce qui a été écrit en premier? Non, c'est le livre, et c'est à partir du livre. À partir du livre que vous avez fait la pièce. On a tiré des extraits, parce que j'allais pas faire 3 heures sur scène. Comme un poisson sans eau? Oui. Enfin, moi, on voulait l'appeler Détournement de mémoire, et puis comment dirais-je, l'éditeur, il préférait Poisson sans eau. Nous, on a en tout cas le spectacle, on l'a appelé Détournement de mémoire, comme on voulait. Avec ce fameux Christophe Duturon, qui est mon ami, qui est quelqu'un que je connais depuis quelques temps, et qui m'a confié sa passion de Pierre Richard. Il est arrivé un jour à Paris. L'histoire est formidable quand même. Ah oui, ta rencontre avec Christophe. J'habitais sur une. Il est arrivé de Marmande, il est arrivé avec sa valise en disant je veux rencontrer Pierre Richard. Ah oui, mais là c'était. Ah bon? Non, mais vers 10h30 du matin, moi je prenais un café sur le pont, il était là, je le connaissais pas, il était assis contre le mur. Ensuite, je suis sorti, je me suis habillé, je suis revenu un peu au pont, il était vers 11h15, il était toujours là. Je n'ai pas fait attention. Il vous attendait? J'ai pris ma voiture, j'ai été chercher du pain ou du café ou peu importe. Je suis revenu 1h30 après, quand je suis remonté sur la péniche, il était encore là assis contre le mur, toujours rien. Finalement, il faisait très beau, je me souviens, j'ai mangé sur le pont, il était toujours là, finalement, j'ai craqué, moi. J'ai dit, mais vous êtes là depuis 10h30, qu'est-ce que vous foutez là? Mais il me dit, je viens vous voir. Non, voulez-vous dire combien j'adorais ce que vous faites? Je dis, et il avait une telle constance il a attendu au moins 3 heures avant de se décider. Parce que lui, comme timide, c'était. Il est réservé, Et finalement, j'ai craqué, et puis, je me suis dit, voilà encore un emmerdeur, il va me dire, pas du tout. Et il m'a parlé de moi, et plutôt de ma carrière en des termes tellement flatteurs et tellement intelligents. Et sincères. J'ai dit, allez monter, prendre un café. Et voilà, et on s'est plus après. Et ils sont plus quittés, ça, c'est un truc. C'est parti de. Et lui, une belle histoire. Et à ce moment-là, il faisait ses études, il était en 4e année de lettres. Enfin, il a une écriture merveilleuse. Il a travaillé dans la troupe de Roger Louret, et puis après, il a écrit. Alors, Pierre, on va t'écouter en 2003. Oui, alors justement, l'extrait qu'on a choisi, c'est une anecdote qu'on a puisée évidemment à travers une interview que Pierre avait donnée sur RTL. Et dans l'extrait que nous avons choisi, vous allez nous parler de Gérard Depardieu. Alors, Patrick, d'après toi, que pourrait faire Gérard Depardieu pour déstabiliser Pierre Richard lors d'un tournage? Imagine. Je ne vais pas chercher loin. Il lui touche une partie. Il te touche les. On écoute la réponse de Pierre Richard. Il était au micro de Michel Cohen-Solal. Et puis juste après, il sera question de vin. Passion que vous avez en commun. C'était en 2003 sur RTL. Avec Gérard, le plus dur, c'était de tenir de qu'on tienne notre sérieux. Avant de tourner, il me touchait les couilles. C'est pas facile de rentrer en scène avec un air grave et sérieux. Pourquoi ça? Pour rigoler, pour me déstabiliser.
Et puis il faut dire que tous les deux, vous êtes des fins connaisseurs en matière de vin. Hein. On aimait bien le vin, on se faisait des soirées, c'est vrai, avec des grands vins, et on appelait ça nos verres de travail. On commençait une montée chromatique. On commençait avec des vins de Loire, puis des vins de la vallée du Rhône, puis enfin on finissait avec des grands Bordeaux et des grands Bourgognes. Et voilà, le vin de soif, comme il dit Gérard. Oui, enfin, ça c'est les vins de soif. Oui. Les vins de soif, ce qu'il appelle le vin de soif, c'est ce qu'il boit quand il en boit un litre d'un seul coup. Oui, voilà, c'est un peu ça. Voilà, on en est où là, parce qu'on oui, est film, justement, quelqu'un va essuyer un certain nombre de refus. 2003. Vas-y, tu vas arrêter de me poursuivre maintenant, hein. Je veux pas le faire, ton film de merde. C'était Guillaume Canet. Arrête, tu fais chier, je te dis non. Merci beaucoup, monsieur. Moi, le scénar. Non, mais je veux pas parler de ton film, tu me fais chier. Marc Lavoine. Moi, je ressemble à ce personnage. C'est quelqu'un qui veut faire un film, non? Oui. Fais-moi plaisir. Là, c'est Blanc, non? Là, c'est Yvan Attal. Pour toi. C'est pas Michel Blanc? Non. Oui, mais non. Quelqu'un. C'est Dublier, non? Non. J'ai eu beaucoup de temps parler. D'abord, le rôle m'a pas plu. Tu me prends en otage pendant 1h30 parce que t'as perdu tes Tout le film démarre comme ça, avec tous les refus qu'il a essuyés de la part de comédiens qu'il voulait faire jouer dans son film. Et finalement, il a fait la campagne de pub, il a dit n'allez pas voir ce film, c'est une merde. Oui. C'est Baffy. Oui, c'est Laurent Baffy. C'était les clés de la bagnole. Ah, mais dans le genre, le mieux, c'est la dernière folie de Mel Brooks. La dernière folie de Mel Brooks, où il cherche, c'est un film muet. Le film est muet, je sais pas si tu te souviens de ce film, avec celui qui avait les grands yeux, là, je sais pas comment il s'appelait, et où ils font tout le tour d'Hollywood pour chercher des mecs pour jouer dans le film. Et tout est muet. Et il y a qu'un mec qui parle dedans. Il l'appelle au téléphone, c'est le Mime Marceau qui dit non. C'est génial. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Ça, c'est une rechute. On parle franchise postale du Marceau. Du Mime Marceau. Qui t'a beaucoup influencé? Pas du tout, c'est parce que j'étais chez mon dentiste. Alors, le Mime Marceau vous a influencé? Pas du tout, j'étais chez mon dentiste. Et il arrive. Qui était très mondain, il avait le tout pareil. C'était Hutt, le dentiste. Non, pas celui-là, un autre. Marwan, il s'appelait. Et alors, et un jour, il arrive dans la salle d'attente tout seul, il me dit devinez qui j'ai dans mon cabinet. Le Mime Marceau, venez lui dire bonjour. Je dis mais je vais pas le déranger, mais ça lui fera plaisir. Et moi, je me disais, finalement, j'ai dit oui, parce que je me suis dit, j'ai jamais entendu le Mime Marceau. Je vais entendre le son de sa voix. Oui. Et quand je suis rentré dans le bureau, il était allongé avec avec la bouche ouverte. Pareil. La roulette. Je suis sorti très déçu. Alors je raconte tout ça, mais là, évidemment, je raconte en 2 mots. Moi, je le raconte sur 4 pages. C'est drôle. Alors, un générique télé? Oui, une émission télé qui a démarré en 2003. C'était sur TF1. Deuxième partie de soirée. Le rideau, là, Non. Ça s'est arrêté en 2008. Il est venu d'ailleurs dans notre émission, il nous avait dit qu'il préparait une deuxième partie de soirée, donc on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et il fait tourner le manège en ce moment sur TF1. À Coé? Il prépare des spéciales, c'était Coé. Ah, c'était l'émission de Coé, ça? Oui, absolument, c'était la méthode. Ah, d'accord, la méthode de Coé. C'est déjà vieux, tu te rends compte? Oui. Les grosses têtes. 2003, il y a 7 ans déjà. Tu as fait les grosses têtes. Oui, Pierre a participé effectivement à l'émission emblématique d'RTL, Les Grosses Têtes. Alors, comme nous sommes en 2003, on a retrouvé un passage qui date du 14 octobre, pour être précis. Vous étiez entouré de Sim, de Jean-Jacques Perroni, de Bernard Mabillon, encore de Jacques Maillot. Et dans l'extrait choisi par notre bien-aimé réalisateur Gilles Lanoux, vous allez nous dire que lorsqu'on est comédien, on aime que ça se sache. Et vous allez même nous donner quelques exemples. Pierre Richard sur RTL en 2003. Par les comédiens, et ça c'est un drame, c'est un des rares métiers où il faut être connu pour être reconnu. Et ça c'est terrible. Alors effectivement, du coup, le comédien, celui-là fait un peu tout pour se faire remarquer. Il parle plus fort que les autres, il rit plus fort que les autres. Et puis même au besoin, il le glisse dans la conversation. Pardon monsieur, vous avez l'heure? Il me dira, oh ben il est 23h30, ça fait bien 1 heure que je suis sorti de scène. Vous êtes comédien, on ne peut rien vous cacher. C'est formidable. Très bon. Ça c'est formidable. T'es quoi alors? Sur ta carte d'identité, il y a marqué quoi, Pierre? Qu'est-ce que Vigneron. Vigneron, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Je crois que c'est Gérard qui a marqué ça. Un métier sérieux. Gérard a marqué ça sur sa carte. Vigneron. Vous êtes vigneron donc? Oui. Et consommateur. C'est devenu ta région, ça c'est devenu ta terre. Oh oui, maintenant je me suis vraiment. J'ai mes racines maintenant. 25 ans déjà. Puis j'y suis tout le temps, enfin pas tout le temps, mais j'y suis. C'est à côté de Pézenas, c'est ça? C'est à côté de Narbonne plutôt. À côté de Narbonne. Et mon maire, c'est Codorniou. J'ai le petit prince. Didier, le petit prince. Le petit prince. Didier, le petit prince. J'ai tous les gens du rugby qui viennent l'été là. Ben oui, puisque je me souviens, j'ai fait un spectacle là-bas à Gruis. Non, je sais plus où. Tu étais venu me voir. Tu revenais de Cuba. Tu revenais de tourner Robinson Crusoe. Ah, revenait de Cuba. Oui. Ouais. Il était arrivé la veille et je suis monté sur scène. J'ai vu en bas l'autre fou là qui était là avec Didier. Ben oui, parce
parce que je venais d'arriver. Il me dit devine qui est là ce soir. Il est venu me voir, donc voilà. Alors j'espère que cet été, je vais pouvoir repasser pas loin de chez toi pour venir boire. Maintenant, j'ai Carcassonne, notre copain Norbert. Notre copain Norbert, qu'on salue souvent. J'ai plein d'amis maintenant. C'est des gens sympas. Chez moi maintenant. C'est marrant parce que la chanson qui va venir derrière, il est de Perpignan, le garçon. Alors, oui aussi. Cali. Ah, il est de Perpignan. Ah, mais je l'ai vu, moi, à Gruissant. J'ai été le voir, Cali. Bien. C'est un bon bonhomme. C'est un bon mec. Et le titre de circonstance, c'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur. C'est maintenant. Et c'est sur RTL. RTL. Vos plus belles années. Pendu à vos lèvres, espérons le mot, espérons le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone à phone qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou, dans le plus beau de mes rêves. Mais je ne me réveille jamais près de vous, et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre peut-être demain. La petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Je suis pendu à cet espoir que vous m'avez soldé. Je suis presque sur l'autre soir, c'est moi que vous avez regardé. Je suis pendu par les pieds, tout rouge et le souffle coupé. À chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez. Je suis pendu à la cravate, dans mon costume croque-macabé. Il paraît que vous faiblissez devant les hommes bien habillés. Je suis tombé, c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur. Et puis ce goût amer est venu tapisser ma bouche. Je viens de conquérir son cœur, mais c'est louche. Car qui mieux que ces vieux amants, c'est qu'on perd l'amour aussitôt qu'on le gagne, décidément. C'est pas facile tous les jours, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Cali sur RTL, c'est quand le bonheur. Alors ce sera à partir du 4 mars, le petit blond avec un mouton blanc. Et puis je suis en train de lui faire voir à Pierre, je suis en train de lui faire voir ce qu'il a écrit sur son livre. Merci. Il y a marqué merci, il y a un gros merci écrit tout en rouge. Merci Pierre Richard pour avoir été là aujourd'hui. Merci pour tout d'ailleurs. Un vrai bonheur. Et puis comment il t'a dit le jeune flic? Fais attention à toi, on tient à toi. Voilà, c'est ça. Donc le bouquin sort, ratez pas Pierre, et puis surtout refaites-vous tous les films là. Oui, et puis franchise postale, donc à partir de la rentrée sur les planches. Merci beaucoup monsieur Pierre Richard. Salut tout le monde. À très bientôt.